Au carrefour des mondes se dresse une terre ancestrale forgée par le gel et le vent. Un lieu où la vie elle-même est un combat permanent. C'est le Daghestan. On l'appelle la terre où se battent les géants. Cependant, dans ce royaume impitoyable, la grandeur prend de nombreuses formes. Ce n'est pas toujours la force brute ou l'agilité qui défie l'abîme qui prévalent. Parfois, le pouvoir réside dans l'intelligence du groupe, la discrétion du nombre ou la souveraineté d'un regard qui juge tout depuis le ciel. D'autres fois, il se cache dans l'alchimie qui transforme la mort en vie ou dans la puissance concentrée en une seule goutte. Nous allons découvrir les véritables protagonistes de cette terre et les innombrables facettes de leur combat. Voici leur histoire. Voici le Daghestan. Vous venez de découvrir un monde ancestral. Pour nous accompagner dans cette exploration complète des terres du Daghestan et ne manquer aucune de ces histoires, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications. Votre voyage avec nous ne fait que commencer. Dans les hauteurs vertigineuses du Daghestan, où les sommets déchirent le ciel et où le vent sculpte la roche en arêtes acérées, réside un souverain incontesté de ce royaume vertical. C'est le domaine du Tur du Caucase oriental, une créature forgée au cœur de la pierre et de la glace. Ce n'est pas un animal qui vit simplement dans les montagnes. C'est une manifestation de la montagne elle-même, un esprit des falaises dont l'existence est un acte de défi constant contre la gravité. Son corps est un chef-d'œuvre d'adaptation à un monde impossible. Compact, musclé et doté d'un centre de gravité bas, il est conçu pour trouver son équilibre sur les arêtes les plus précaires. Ses sabots ne sont pas de simples appendices, mais des outils de précision géologique. Un bord extérieur dur comme le silex lui permet de s'ancrer dans les plus petites fissures de la roche, tandis qu'un coussinet intérieur doux et adhérent s'adapte à la surface, offrant une traction qui défie toute logique. C'est cette ingénierie évolutive qui lui permet de se déplacer avec une grâce délibérée sur des parois presque verticales, dans un balai silencieux où une seule erreur signifierait une chute mortelle. Cependant, c'est avec l'arrivée du souffle glacial de l'hiver, lorsque le monde alpin se couvre de silence, que le véritable drame du Daghestan se déroule. Les mâles, des géants musclés couronnés de cornes impressionnantes, des cimeterres épais et rugueux en kératine qui se courbent vers l'arrière en un arc majestueux, s'engagent dans des combats rituels d'une violence saisissante. L'impact, un bruit sourd qui résonne dans les vallées, est le langage de la domination, un choc titanesque pour assurer le droit à la descendance. Ce n'est pas une lutte pour le territoire, mais pour l'avenir, une épreuve brutale où seule la force et l'endurance du plus apte garantiront la transmission de ces gènes à la génération suivante. En dehors de la saison des amours, la vie est une lutte constante contre la faim. Le Tur est un brouteur sélectif. Se déplaçant dans les prairies alpines en été, toujours vigilant, toujours proche de la sécurité des falaises. Son agilité lui permet d'atteindre des niches de végétation inaccessibles à tout autre herbivore, une subsistance gagnée au bord du précipice. Les femelles et les jeunes vivent en groupes séparés, un matriarcat serein qui contraste avec l'anarchie féroce des mâles. Lorsque le moment de mettre bas arrive, la femelle se retire dans la solitude la plus totale. Elle cherche la corniche la plus inaccessible, un sanctuaire à l'abri des prédateurs pour le miracle de la naissance. Là, suspendue entre le ciel et la terre, elle met au monde son unique petit. Quelques heures après sa naissance, le chevreau se met debout, ses instincts déjà affinés au danger de son habitat aérien. C'est une fragile promesse de continuité, un témoignage vivant que dans les terres où luttent les géants, la vie, bien que précaire, trouve toujours le moyen de s'accrocher au rocher. Si le Tur est l'esprit ancré dans la roche, il existe une autre force au Daghestan, une intelligence errante,
un spectre qui erre dans les vallées et les forêts sombres qui s'accrochent aux flancs des montagnes. C'est le loup eurasien, le prédateur suprême de ce domaine, dont l'existence est dictée non pas par la défense, mais par la persécution. Le loup ne se définit pas par son individualité, mais par son collectif, la meute. Il ne s'agit pas d'un simple regroupement, mais d'un superorganisme, d'une famille complexe, unie par des liens du sang et une hiérarchie inébranlable, le tout orchestré par un couple alpha, le cœur et le cerveau de l'opération. Il se déplace comme une seule entité à travers un vaste territoire, un empire d'odeurs et de sons imperceptibles pour les autres. Leur monde est une mosaïque d'informations olfactives, chaque brise apportant des nouvelles de proie, de rivaux ou de dangers. Leur drame n'est pas le choc statique du combat, mais la fluidité mortelle de la poursuite. La chasse est leur art, une symphonie de stratégie et d'endurance. Guidés par un instinct perfectionné au fil des millénaires, ils testent les troupeaux de Tur, non pas par une attaque aveugle, mais par une série de feintes calculées, une conversation silencieuse de regards et de postures pour identifier la faiblesse, l'hésitation, la proie que le destin a marquée. Une fois la cible sélectionnée, la véritable épreuve commence. Ce n'est pas une course de vitesse, mais un marathon d'épuisement. Le troupeau travaille dans une chorégraphie mortelle, se relayant, coupant les voies de fuite, canalisant sa proie vers un épuisement inévitable. Et à la tombée de la nuit, lorsque la lune baigne d'argent les sommets du Daghestan, ils lancent leur voix dans l'obscurité. Le hurlement. Ce n'est pas un cri de solitude, mais un hymne à l'unité, une affirmation de leur existence. C'est une carte sonore qui proclame leur présence, définit les limites de leur empire et reconnecte les liens invisibles qui unissent chaque membre de la meute, où qu'il se trouve. Cependant, au cœur de ce redoutable prédateur se cache une grande tendresse. Dans une tanière cachée, creusée à l'abri des regards indiscrets, la prochaine génération est élevée non seulement par la mère, mais par toute la meute. Les chasseurs reviennent pour régurgiter de la nourriture aux louveteaux, qui naissent aveugles et sans défense, petite promesse d'une lignée ancienne. Ils sont l'avenir de la meute, la garantie que l'ombre du chasseur continuera à parcourir ces montagnes. Le loup n'est pas une force de cruauté, mais d'équilibre. Il est le ciseau qui façonne la résistance de ses proies, le régulateur essentiel qui maintient le pouls vital de cet écosystème sauvage, assurant la santé du géant même qu'il poursuit dans les hauteurs. Au-delà de la force du Tur et de l'ombre collective du loup, il existe une troisième puissance au Daghestan. Une puissance solitaire, silencieuse et presque mythique qui se manifeste non pas comme une présence mais comme une absence. C'est le léopard persan, le secret le mieux gardé de ces sommets, un fantôme dont le royaume est la discrétion et dont la survie dépend de l'art de ne pas être vu. Si le loup est le stratège des espaces ouverts, le léopard est le maître des recoins brisés, des ravins et des corniches escarpées. Son pelage n'est pas simplement une peau, c'est un manteau d'invisibilité, une mosaïque de rosettes sombres sur un fond pâle qui le dissout dans la tapisserie de la roche, de l'herbe sèche et du sous-bois. Il se déplace avec une économie de mouvement presque fluide, chaque pas étant délibéré et silencieux, glissant sur le terrain plutôt que de marcher dessus. C'est un spectre de muscles purs, l'incarnation même de la patience prédatrice. Son drame est celui de l'attente, une tension qui peut durer des heures. Sa chasse n'est pas un marathon d'épuisement, mais l'art sublime de l'embuscade. Il peut rester immobile pendant une demi-journée, observant sa proie depuis une corniche cachée, les muscles tendus comme des cordes d'acier, attendant le moment parfait de distraction. Puis, l'éruption, une explosion de puissance concentrée, une course de quelques secondes à la fois silencieuse et d'une violence dévastatrice. Sa force est légendaire, capable de hisser des proies 2 fois plus lourdes que lui sur des parois rocheuses ou des troncs d'arbres,
protégeant ainsi son butin des autres prédateurs et charognards. Il mène une vie d'isolement profond. Contrairement au hurlement social du loup, le léopard communique dans un langage secret. Son territoire est un sanctuaire sacré, délimité non pas par des sons, mais par le journal subtil des griffures sur les arbres et des marques olfactives, une carte chimique qui raconte l'histoire d'un souverain invisible. Les rencontres avec ses congénères sont des événements rares et chargés de tension, réservés presque exclusivement aux rituels brefs et dangereux de l'accouplement. La femelle porte seule le poids de l'avenir. Dans une tanière imprenable, elle met au monde ses petits, vulnérables étincelles de vie dans un monde impitoyable. Pendant 2 ans, elle doit être à la fois nourricière et protectrice, leur enseignant l'art de ne pas être vue, la science de la mort silencieuse. Chaque petit qui atteint l'âge adulte n'est pas seulement une victoire personnelle, mais un rayon d'espoir pour une espèce qui s'accroche à l'existence aux confins du monde. C'est l'âme indomptable du Daghestan, la preuve vivante que les secrets les plus profonds et les plus beaux de la nature sont réservés à ceux qui ont la patience d'observer le silence. Vous avez été témoin de 3 formes de pouvoir: la résistance du tur, la stratégie du troupeau et la discrétion du fantôme. Chacune d'entre elles est un chef-d'œuvre de survie. Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué jusqu'à présent? Partagez votre opinion dans les commentaires et rejoignez la conversation. Dans les forêts denses de hêtres et de chênes qui habillent les contreforts des montagnes du Daghestan, une puissance différente se promène. Elle ne possède ni l'agilité provocante du tur, ni l'intelligence collective du loup, ni la discrétion fantomatique du léopard. C'est la force primitive, la manifestation de la terre elle-même sous forme de muscles et de volonté, l'ours brun eurasien. La vie de l'ours n'est pas régie par la tactique de la chasse ou de la fuite, mais par un seul et puissant impératif: la faim. C'est un monarque omnivore, un opportuniste suprême dont l'existence est un pèlerinage perpétuel dicté par les saisons. Au printemps, son nez puissant le guide vers les premières pousses tendres et les racines nutritives qu'il déterre avec ses griffes redoutables. Ce ne sont pas les poignards rétractables d'un assassin, mais les outils d'un excavateur infatigable, capable de retourner des rochers et de briser des troncs pourris à la recherche de larves riches en protéines. L'été le transforme en un cueilleur méthodique, parcourant patiemment les clairières à la recherche de la douce récompense des baies sauvages. Sa domination ne s'acquiert pas par la stratégie, elle s'impose par sa seule présence. Une meute de loups, architecte de la chasse en équipe, cédera sa proie à l'arrivée d'un grand mâle. Il n'y a pas de négociation, pas de combat prolongé, seulement la reconnaissance instinctive d'une puissance supérieure, d'une masse de fureur potentielle qu'il vaut mieux ne pas défier. L'ours est une force gravitationnelle dans l'écosystème. Là où il se déplace, les autres s'écartent. Cependant, son combat le plus intense est une lutte contre le temps et le métabolisme. L'automne déclenche chez lui un besoin frénétique, l'hyperphagie, une envie de consommer des milliers de calories par jour afin de constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre à l'hiver. C'est une course désespérée contre la première neige qui l'obligera à un acte de capitulation temporaire, l'hibernation. Dans une tanière soigneusement préparée, le monde extérieur s'estompe. Son cœur ralentit jusqu'à devenir un murmure, son corps se refroidit et elle entre dans un sommeil profond qui s'apparente presque à la mort. C'est dans cette obscurité silencieuse que se produit le miracle le plus vulnérable. La naissance de petits oursons minuscules, aveugles et sans défense, qui se blottissent contre la chaleur de leur mère endormie. La mère ours émerge au printemps, amaigrie et affaiblie, mais avec une férocité protectrice sans pareille.
Elle a la lourde tâche d'enseigner à ses oursons les anciens secrets de la survie. La carte de chaque versant riche en baies, la technique de pêche dans les ruisseaux et, surtout, comment naviguer dans un monde plein de dangers, y compris les autres ours. L'ours est le pilier de l'écosystème du Daghestan, un symbole de force indomptable. Il n'est pas le chasseur le plus rusé ni la proie la plus agile, mais il est le gardien des forêts, un géant dont l'appétit façonne le paysage et rappelle à toutes les autres créatures l'existence d'une puissance ancienne et élémentaire. Nous avons parcouru les royaumes de la roche, de la forêt et de l'ombre. Mais au-dessus de tous, silencieux et vaste, s'étend un cinquième domaine, le ciel infini du Daghestan. Et ce royaume a un souverain unique et absolu, un prédateur dont la perspective englobe tout, l'aigle royal. Pour l'aigle, le monde n'est pas une série de sentiers et d'obstacles, mais une carte vivante et détaillée qui se déploie à des milliers de mètres sous lui. Sa vision est une forme d'omniscience, une acuité presque inconcevable qui transforme le paysage en un terrain de chasse. Il peut distinguer le tremblement d'un lapin dans l'herbe ou l'hésitation d'un jeune thure sur une corniche à des kilomètres de distance. Il est l'œil vigilant des montagnes, un sentinelle à qui rien n'échappe. Pendant des heures, il peut être un point suspendu dans le bleu, un être de pure patience qui chevauche les courants thermiques ascendants avec une efficacité énergétique magistrale, sans presque battre ses larges ailes. Aucun mouvement n'est gaspillé, aucun effort n'est inutile. C'est un observateur qui attend, qui analyse, qui calcule, et puis, la décision. Les ailes se replient partiellement, la silhouette gracieuse se transforme en missile vivant, et la chute commence. Son attaque est un éclair qui tombe d'un ciel dégagé, un plongeon gravitationnel qui peut dépasser les 200 km à l'heure. Le moment de l'impact est l'aboutissement de cette parfaite démonstration de puissance aérienne. Ses armes ne sont pas son bec, mais ses serres. Un ensemble de crochets en os et en kératine capables d'exercer une pression écrasante. Elles ne sont pas principalement conçues pour déchirer, mais pour écraser et immobiliser, pour exercer une force de choc qui met fin à la vie en un instant. Un chevreau de Thure, momentanément séparé de sa mère, peut disparaître du monde en un clin d'œil. Son nid, l'Aérie, n'est pas un foyer temporaire, mais une forteresse dynastique. Construit sur la face la plus inaccessible d'une falaise, c'est un trône tissé de branches, d'herbes et de loyauté, car l'aigle royal s'accouple souvent pour la vie. Chaque année, le couple revient, ajoutant de nouveaux matériaux à la structure, qui peut peser plus d'1 tonne. Ici, dans les hauteurs, à l'abri de tout prédateur terrestre, ces oisillons feront leur premier et plus terrifiant saut, le saut vers leur royaume. L'aigle royal est le chapitre final et l'observateur de toutes les histoires que nous avons racontées. De son point de vue, le drame du Thure dans la roche, la stratégie du loup dans la vallée, le secret du léopard dans la crevasse et la force de l'ours dans la forêt sont autant de fils qui composent la grande tapisserie du Daghestan. Il est l'œil vigilant, l'esprit du ciel et le symbole suprême de la liberté sauvage et indomptée qui définit cette terre où s'affrontent les géants. Lorsque la chasse est terminée, lorsque les prédateurs sont rassasiés et que le festin des charognards mineurs est terminé, l'histoire de la vie et de la mort au Daghestan semble avoir pris fin. Il ne reste sur le paysage qu'un squelette blanchi par le soleil, témoignage silencieux du drame qui s'est déroulé. Mais il reste un dernier acte, accompli par un spécialiste qui ne recherche ni la chair, ni la peau, ni les viscères. Il recherche l'essence même de la structure, l'os. C'est le domaine du guipette barbu. Planant dans les mêmes courants thermiques que l'aigle royal, ce géant des airs n'est pas un vautour typique. Sa tête emplumée, son port majestueux et son regard féroce le font plutôt ressembler à un faucon aux proportions titanesques. C'est un alchimiste du ciel,
Sa cible est la carcasse que tous les autres méprisent. Et son corps est une merveille d'adaptation pour traiter l'impossible. Son système digestif contient des acides extrêmement puissants, capables de dissoudre les os solides pour en extraire la moelle nutritive. Cependant, pour les os trop gros pour être avalés, le fémur d'un thure, le bassin d'un loup, le gypaète barbu accomplit l'incroyable rituel qui lui a valu son nom. Tenant l'os dans ses serres, il s'élève en décrivant des cercles ascendants, gagnant de la hauteur à chaque battement de ses ailes immenses, jusqu'à ce que le soleil ne soit plus qu'une carte lointaine. En dessous, il n'y a pas n'importe quel endroit, mais une plateforme rocheuse spécifique, son ossuaire personnel, une enclume naturelle affûtée et éprouvée par d'innombrables impacts. Il lâche alors l'os. Pendant un instant, l'os est un projectile en chute libre, sifflant dans le vent de la montagne. Le son, un craquement sec et aigu qui résonne dans le silence du canyon, est la percussion de ce festin unique. L'oiseau descend alors avec une agilité surprenante pour récupérer les fragments, les avalant goulûment. C'est un acte d'intelligence, de mémoire et de physique, une tradition transmise de génération en génération. Son apparence est aussi unique que son régime alimentaire. Son plumage, naturellement blanc, est souvent teinté d'une couleur rouille intense par des bains délibérés dans de la boue riche en fer, un cosmétique naturel qui lui donne une couleur de terre et de sang séché. Son œil, entouré d'un anneau scléral d'un rouge vif qui s'intensifie avec l'excitation, est une fenêtre sur un esprit primitif, accentué par la barbe de poils noirs qui pend de son bec. Le gypaète barbu est la conclusion du cycle. Il est le fossoyeur et le recycleur des hauts sommets. Il n'est pas un présage de mort, mais l'agent d'un renouveau total, garantissant que même le squelette ne soit pas gaspillé et que le calcium et les minéraux retournent à la terre. Dans un monde de chasseurs et de proies, il représente la vérité fondamentale selon laquelle, dans la structure même de la mort, se trouve la subsistance d'une nouvelle et majestueuse forme de vie. L'écosystème complexe du Daghestan révèle comment chaque créature, du prédateur au recycleur final, est un élément essentiel. Si cette vision du cycle de la vie vous a fasciné, pensez à partager ce documentaire afin que d'autres puissent également le découvrir. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous avons contemplé les géants qui marchent et les souverains qui volent. Cependant, au Daghestan, le drame de la survie ne se joue pas uniquement à l'échelle du colossal. Il faut baisser les yeux, s'agenouiller devant le monde qui s'agite sous nos pieds, dans un royaume d'herbes, de terre et de pierres. Ici, lové dans la chaleur d'un soleil généreux, repose l'un des secrets les mieux gardés et les plus puissants de la steppe, le serpent de la steppe. Son existence est une danse intime avec le soleil. En tant que créature à sang froid, le soleil est son fourneau, son moteur, l'énergie externe qui lui donne le pouvoir de se déplacer et de chasser. Sa journée est un cycle de thermorégulation. Elle émerge le matin pour absorber les premiers rayons, lente et délibérée, jusqu'à ce que la chaleur parcourt son corps et la transforme en une chasseuse d'une vitesse surprenante. Elle est passée maître dans l'art de la discrétion, une embuscade vivante. Sa peau, tapissée de motifs géométriques en zigzag, n'est pas une parure, mais un édit d'invisibilité. Elle la fond dans la terre sèche et la végétation, la transformant d'une créature en une partie indiscernable du paysage. Sa chasse est une méditation dans l'immobilité, parfois pendant des heures. Sa langue fourchue clignote, goûtant l'air, lisant les histoires chimiques d'une souris qui passe ou d'un lézard négligent. Et puis, le moment venu. Ce n'est pas une poursuite, mais une explosion. Un éclair d'écaille, plus rapide qu'un clin d'œil. La morsure est un acte de précision balistique. Mais la véritable arme n'est pas les crocs, mais l'essence qu'ils injectent. Un venin hémotoxique complexe,
un cocktail biochimique perfectionné par des millions d'années d'évolution, conçu non seulement pour tuer, mais aussi pour déclencher la digestion de l'intérieur vers l'extérieur. Après l'attaque, le serpent se retire souvent, attendant patiemment que son arme invisible fasse son travail, suivant la trace de sa proie mourante grâce à son odorat infaillible. Le serpent de la steppe nous rappelle que dans le monde des géants, la puissance se décline à toutes les échelles. C'est un joyau mortel, la preuve que la force ne se mesure pas toujours à la taille ou aux muscles, mais parfois à la puissance concentrée dans une seule goutte. Elle oblige les grandes bêtes à regarder où elles marchent, tissant un réseau de respect invisible sur le sol du Daghestan et démontrant que même le plus petit des habitants joue un rôle formidable dans ce drame implacable de la survie. Le soleil se retire des sommets et un calme temporaire descend sur les vallées du Daghestan. Nous avons été témoins de ces drames, de la vie et de la mort inscrites dans la roche et la neige. Nous sommes venus sur cette terre à la recherche de géants, espérant trouver la puissance à l'échelle du colossal. Et nous l'avons trouvé. Mais nous avons découvert qu'ici, le véritable géant n'est pas une seule créature, mais l'esprit indomptable de la survie elle-même. C'est un géant aux multiples visages, la force qui s'impose, l'agilité qui échappe, la patience qui tend des embuscades, l'intelligence qui coopère, la chimie qui recycle. Chaque être est un fil dans une tapisserie tissée par la nécessité, où la lutte de l'un façonne l'existence de tous les autres. Les montagnes resteront, indifférentes et éternelles, et sur leurs flancs, la lutte continuera. Car sur cette terre, la lutte n'est pas une interruption de la vie. La lutte était la vie. Telle est sa loi, tel est le Daghestan.